Comme à chaque fois, vous le savez, au-delà d'un épisode classique que vous retrouvez en général le jeudi soir ou le vendredi à peu près, eh bien il y a aussi le bonus que vous retrouvez le lundi qui suit, avec évidemment la même brochette de chroniqueurs, c'est-à-dire cette semaine Xavier d'un côté et Sébastien de l'autre. Bonjour. Il faut les inverser, donc celui qui vient de dire bonjour c'est Sébastien et celui que vous avez entendu là juste avant c'est Xavier. Je ne voudrais pas mélanger tout le monde. C'est déjà assez compliqué pour moi. Quelques petites news dont on n'a pas parlé dans l'épisode 349. On commence avec peut-être, je sais pas moi par exemple, parce que j'ai pas la bonne conduite sous les yeux. Xavier, allez, on va parler d'un designer qui crée une nouvelle lampe pour les régions, on va dire défavorisées, mais qui n'est pas qu'une lampe en même temps. C'est un truc assez intelligent en fait, il faut le dire. Oui, c'est un designer néo-zélandais qui a obtenu d'ailleurs un Lexus Design Award en 2021 pour cette lampe qui est une lampe un petit peu particulière. En fait, c'est une lampe qui va se placer, qui est composée de plastique, qui va se placer au-dessus du toit et en dessous du toit. Ça ressemble un petit peu à un plafonnier classique et arrondi, mais la particularité, c'est que ça contient un emplacement pour mettre de l'eau salée. Donc de l'eau de mer, et grâce à la chaleur que le soleil émet sur la partie qui est sur le toit, d'accord, il y a une condensation qui se forme et ça permet de générer jusqu'à 440 millilitres d'eau par jour, d'eau potable. Alors l'autre avantage, c'est que cette lampe, elle sert également de lampe, donc il y a des LED dedans. Et le sel qui est capté permet d'alimenter 12 batteries qui contiennent du cuivre et du zinc et qui font office d'électrolyte. Et donc l'énergie qui est produite est suffisante pour activer des bandes de LED. Donc cette lumière peut éclairer toute une nuit un petit ménage. Donc ça a déjà été testé en conditions réelles au Chili, et le système est très peu coûteux. Ça s'appelle Solar Desalination Skylight. C'est assez facile à construire. On essaye même de prévoir des versions encore moins chères à la fabrication à partir de canettes ou de bouteilles en plastique. Je trouve ça tout simplement génial. Le mot est faible. Le mot est faible en plus, Xavier. Il faut imaginer évidemment, il faut faire un trou dans le toit. Pour que ça fonctionne. Ceci étant dit, quand on voit, alors, nous on a les images, mais on vous renvoie vers notre site lestechno.be, on vous met la vidéo et les explications détaillées de ce projet. Bon, quand on voit les constructions, c'est pas très complexe pour eux de faire un trou dans ce qu'ils ont comme toit, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, le projet est bien étudié, bien pensé, très complet, très complémentaire. Moi, je trouve ça juste passionnant et génial. Voilà. Et il y a des pays d'Afrique où on n'a pas accès à l'eau potable, ou en tout cas très difficilement. On sait qu'il y a l'eau de mer représente quasiment 98% de l'eau qui est sur Terre. Donc, à pouvoir faire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, comme ça, à moindre coût, c'est génial. Oui, c'est génial, c'est un vrai problème, c'est un véritable enjeu pour certains pays. L'eau est une denrée rare. On voit par exemple des lacs entiers disparaître d'une année sur l'autre suite aux sécheresses, ce qui crée évidemment des problèmes à n'en pas finir, vous vous en doutez, où les gens sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau dans une source qui se trouve à Perpète. Et puis voilà, c'est ça, ce truc-là, moi je trouve ça passionnant, génial. Où est-ce qu'on investit? Non, il faut investir là-dedans. Il faut en vendre. Enfin, il faut les fabriquer, les envoyer, les installer. C'est ça. C'est pas un investissement. C'est pas pour faire de l'argent avec, mais pour les envoyer là où il faut, quoi. C'est en production, Xavier, ou pas? J'ai pas lu toute la news. Oui, c'est en production. Enfin, il y a déjà quelques familles qui en sont équipées. Maintenant, je te dis, ils essayent de réduire les coûts avant que ça puisse être déployé à grande échelle. Mais il y a déjà quelques familles qui en sont équipées.
Un exemple de ce qu'on appelle la low-tech, rien de très sorcier, mais quelque chose de très intelligent, un très bel exemple de low-tech qui sert, et passionnant. On pourrait même arrêter le bonus là, moi je serais content avec ça, parce que là, je pense qu'on a fait découvrir peut-être... À la semaine prochaine. On a peut-être fait découvrir à nos auditeurs un truc sympa, et ça, je trouve qu'il faut quand même le signaler à un moment ou à un autre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site pour avoir les liens, etc. Vous allez voir, c'est passionnant. Renault, on part tout à fait sur autre chose. Renault qui fait une pause dans sa production de Mégane électrique. Sébastien, on va s'arrêter un petit peu, on va se reposer, fatigué. Ouais, j'ai l'air ridicule avec ma news là maintenant. Oui, Xavier œuvre pour le bien-être de l'humanité, et moi je retourne à la société consumériste occidentale, 21e siècle moderne. Bravo. Non, mais on parle toujours de pénurie de composants, on parle de canaux qui sont bloqués par des bateaux en travers, et puis une guerre, et puis une pandémie, ou pas dans le même ordre, mais enfin... Tout ça qui impacte nos chaînes d'approvisionnement, et puis il y a des conséquences extrêmement concrètes avec la chaîne de production de Renault qui est établie ici dans le Nord, pas très loin d'où j'habite, enfin dans le Nord. Pour la France c'est le Nord, pour vous c'est le Sud, mais ils sont à Douai. Et cette semaine, du 14 au 25 avril, donc pendant 11 jours, la chaîne de production s'arrête, faute de composants pour pouvoir assembler. Donc ça a aussi des conséquences sur la vie de famille de façon extrêmement concrète, parce que chaîne fermée, ça veut dire chômage partiel, etc. Ou chômage technique, enfin je connais pas les termes économiques techniques pour cela, mais c'est 2300 personnes quand même, et donc leurs familles qui sont en chômage partiel. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai choisi de parler de ça? C'est parce que plusieurs fois, là, dans Techno, on a parlé de la chaîne d'approvisionnement, on a parlé des problèmes du bateau, et je veux montrer qu'il y a des conséquences concrètes aussi. C'est pas uniquement quand vous commandez votre ordinateur ou votre voiture et que vous voyez qu'il y a 2 ou 3 mois d'attente, c'est aussi très concret sur la vie de gens qui travaillent près de chez vous. Oui, tout à fait, et peut-être même à grande échelle, parce que Renault n'est pas bien pour l'instant, parce qu'ils ont des usines de production un peu partout dans le monde, et ce qui les sauve un tout petit peu, c'est la marque Dacia dans le groupe, mais pour le reste, c'est vraiment relativement complexe. Avant même le Covid, je me rappelle, ça remonte, mais il y avait un paquebot qui s'était mis en travers dans le canal de Suez. Ça avait déjà bloqué les approvisionnements et donc mis beaucoup de retard, et les choses ne sont manifestement pas arrangées avec le temps. Je ne sais pas si Xavier avait un autre exemple dans le genre, ou je repasse la parole à Sébastien. C'est que démerdez-vous. La pénurie des composants, ça touche un peu tous les secteurs malheureusement. Oui. Donc c'est vraiment, ça va du vélo à la voiture, en passant par des petits appareils électroniques. Ma société aussi, on est impacté. Enfin voilà, c'est dans tout ce qui contient un petit peu d'électronique en fait est impacté. Ouais. Et donc du coup, ça fait des chaînes de production à l'arrêt, parce que on peut pas produire en disant on complétera plus tard. Non, ça fait partie de la chaîne. Donc voilà. Tu voulais terminer sur un sujet, non, juste une précision. J'ai dit la Renault Mégane. Soyons précis, c'est la Renault Mégane électrique. On parle pas de toutes les Méganes. Oui, bien sûr. D'un modèle spécifique électrique. Ouais. Je voulais juste préciser pour éviter toute confusion. Tu fais bien, Xavier. À ton tour, on va parler d'une application. Alors, je vais plomber encore plus l'ambiance, puisque Seb trouvait que j'étais un peu trop positif. Je vais vous pourrir votre journée. Oui, merci. Donc c'est une news qui aurait pu être un oui mais non. C'est Seb qui nous l'a envoyé, l'autre Seb, et c'est une application qui est disponible uniquement sur l'App Store, donc pour les amis à la pomme, qui s'appelle The Doomsday Alarm Clock. Alors il y a 2 façons de se réveiller. Soit vous êtes plutôt du style à vouloir entendre des petits oiseaux qui chantent et des l'eau qui coule gentiment, etc. et avoir des petits bisous dans le cou. Ou alors, vous voulez avoir une alerte qui a un réveil qui vous fait sursauter de votre lit avec des mauvaises news du style il y a un super volcan qui s'est réveillé, il y a une intelligence artificielle qui est en train de tuer le monde. Il y a le réchauffement climatique, il y a une attaque d'astéroïdes, une guerre nucléaire, enfin bref, toutes des news qui vont vous faire paniquer et vous réveiller d'un coup en sursaut de votre lit. Donc voilà, c'était la news inutile ou pas, mais en tout cas, c'est une façon de se réveiller pour ceux qui ont un peu de mal à se réveiller en douceur. Chouette. C'est pas du tout anxiogène en plus, oui, non, c'est voilà. On se réveille de bon pied bon oeil, après ça t'as envie de tuer tout le monde ou de mourir.
Voilà. Est-ce que l'application est gratuite, hein, D'accord. Par contre, la corde et la poutre, il faut l'acheter. Oui. Voilà, ok. C'est autant le savoir. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce type d'application. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison profonde à ça, ou c'est juste pour je sais pas. Enfin, quel est l'objectif de l'application? Je sais pas, c'est ça que je comprends pas. Alors, on parle de news qui sont parfois réelles, donc, oui. Mais c'est simplement pour des gens qui ont envie de se réveiller. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des masos qui veulent se réveiller avec des mauvaises nouvelles ou des nouvelles inquiétantes dans le cadre du réchauffement climatique. Alors, parfois c'est des vraies choses, hein, mais oui. Bon, voilà, c'est une façon de se réveiller qui est différente du réveil en douceur. Ouais, ça c'est je crois pas qu'il y ait un enjeu particulier en dehors de ça. Non, mais voilà, pour être différent, c'est différent. On va pas le faire, hein. Je pense, on va passer à autre chose. On va pas pour terminer ce bonus, voilà, il reste 4 minutes pour parler d'un truc. Seb, tu voulais parler de géants qui se soucient du temps de travail. Le temps de travail, c'est quelque chose d'important, surtout en télétravail, on l'a vu, hein, il y a eu des dérives à un moment donné aussi. Et il y en a encore, et c'est Satya Nadella qui en parle dans une interview, et donc c'est toujours intéressant quand Satya Nadella, c'est le directeur de Microsoft, c'est quand même pas rien, qui se soucie du bien-être de ses employés, parce qu'il dit évidemment avec la pandémie, on a plus travaillé à la maison, tout le monde n'est pas retourné au travail, et donc les lignes entre la vie privée et la vie professionnelle deviennent de moins en moins visibles, de moins en moins claires. Ouais. En plus, on a des outils de travail sur notre téléphone, donc on peut même être à 9, 10, 11 heures de soir sur son canapé avec son téléphone et continuer à faire des emails, à répondre à des messages sur Slack, etc. Et donc ils ont commandé une étude en interne chez Microsoft et qui relève quand même quelques tendances relativement inquiétante, je dirais, où les cadres restent dans un mode always on, comme on dit en anglais, donc toujours susceptible d'être interrompu ou de faire quelque chose pour le travail. Je cherche les chiffres. 71% disent qu'ils utilisent leur application mobile en dehors des heures de travail pour rester connecté avec le travail. Et donc la réflexion de Satya, c'est de dire typiquement la productivité, on la mesure par le nombre de tâches qu'on met en entrée, le nombre de résultats qu'il y a en sortie, mais il y a un autre paramètre dans cette équation, c'est le bien-être de la personne, qui lui ne peut pas se mesurer. Et pourtant, si ce bien-être diminue, la productivité baisse également. Et donc plutôt que se demander essayer de trouver la cause pourquoi la productivité a baissé, et revenir à cette question, est-ce que vous vous sentez bien? Simplement poser ça. Et essayer de mettre en place des mécanismes, des règles dans des sociétés pour mieux aider les gens qui travaillent à la maison, notamment peut-être interdire les communications email ou Slack en dehors des heures de travail. Le droit à la déconnexion. Exactement. C'est de ça dont il s'agit. Il y a même des sociétés qui commencent à l'imposer. Oui, à imposer, mais non pas de se déconnecter, mais ils vont plus loin, à imposer de ne pas envoyer. Moi, j'adorerais avoir un outil de mail. Mon outil de mail ne me permet pas de le faire. Ces applications. Oui. Parce que moi, j'aime bien travailler le soir. J'aimerais bien envoyer des mails et les garder et qui partent que le lendemain matin à 9h. Mais notre outil ne permet pas de le faire. Donc, si j'envoie, je sais que mon collègue le verra. Il va peut-être avoir envie de répondre immédiatement. Alors, on a beau dire dans le titre, ne réponds pas maintenant. Mais moi, je veux quand même l'envoyer maintenant. Et voilà. Ça, par exemple, c'est une réponse à la baisse de productivité dont tu parlais. C'est-à-dire, on en fait plus pour essayer en tout cas de combler la baisse de productivité de manière inconsciente, hein. Et alors qu'effectivement c'est le bien-être auquel il faut toucher, c'est ça la variable d'ajustement qui est importante et qui permet de revenir à quelque chose de normal, on va dire, tout simplement, parce qu'on n'est pas des bœufs, hein, voilà, et c'est ça la difficulté du challenge, mais cette injonction permanente de la notification, de se dire je vais répondre tout de suite comme ça c'est fait, ou je vais répondre tout de suite parce que c'est un haut directeur et que je n'ai pas envie qu'il attende parce que je veux qu'il ait une bonne image de moi, etc. C'est insupportable. Faut être désactiver vos notifications, clairement. Déjà, oui. Mail, Slack, tout ce type de messagerie d'entreprise, pas de notification, même pas une petite icône rouge. Oui, c'est ça, il faut faire la petite bulle, il faut rien qui ne vous attire. Et vous pouvez désactiver tout ça dans votre centre de notification. Voilà. La news était intéressante parce que c'est Satya qui le fait. Et voilà, quand c'est à ce niveau-là et que la réflexion remonte jusqu'à ce niveau-là, j'espère que ça fera changer certaines choses, en tout cas dans les grandes entreprises. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, merci Xavier, parce que du coup,
on est arrivé au bout des 15 minutes, il voulait y aller à tout prix, voilà, il m'a laissé que 10 secondes pour dire que on était bien pendant 15 minutes et qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs et d'autres news, évidemment. Passez une très très bonne semaine, à la semaine prochaine.